qu'est-ce que la conquête? La conquête est le changement d'empire qui s'est produit aux Canadiens en 1763. Donc, il devait s'adapter et ce fut très dur et pénible. Mes collègues ce soir vont vous expliquer les réactions de différents groupes sociaux, tels que les nobles, les paysans, etc. Donc, je laisse la parole à Mina qui va nous parler davantage sur les paysans. Bonsoir, Mina. Mina? Oui, Olivier, je vous reçois. Alors, Mina, parlez-moi davantage sur les paysans. Oui, avec plaisir, Olivier. Près du Québec, les terres sont partout divisées en champs et en prairies ou en pâturage, c'est-à-dire les prairies où on fait le bétail. Il y a seulement des fermes et des maisons de fermiers. Toutes les collines sont cultivées. Sur le sommet de plusieurs, on distingue des villages captivants groupés autour de belles églises. Les prairies sont principalement dans les vallées, mais il y en a sur les petites collines également. Pour ce qui est des habitations dans la campagne, elles sont bâties indistinctement en pierre ou en bois. Ils n'entrent pas de briques dans la construction des maisons en pierre. Ils n'en font pas assez. On emploie les matériaux que l'on trouve dans le voisinage. L'ardoise noire surtout. Les murs ont 2 pieds d'épaisseur, rarement moins. Les maisons ont rarement plus d'un étage de haut. Chaque chambre a sa cheminée ou un poêle, ou les deux ensemble. Les poêles ont la forme d'un carré oblong, c'est-à-dire allongé. Quelques-uns sont entièrement en fer et ont des dimensions comme 2 pieds de longueur et demi, 1 pied et demi de hauteur et 1 pied et demi de largeur. Ces poêles en fer viennent tous de la fonderie des Trois-Rivières. Pour ce qui est de l'agriculture, la charrue et la herse constituent tout l'outillage du paysan canadien et encore ces instruments ne sont pas là de la meilleure qualité qu'il existe. La roue du train des charrues sont aussi épaisses que celles d'un tombereau et tout l'assemblage est si lourd qu'il faut la force d'un cheval pour tirer la machine sur un terrain uni. Pour terminer, les herses sont faites entièrement de bois et de forme triangulaire. Oh, et pouvez-vous nous parler des chevaux dans la vie des paysans? Oui, Olivier, bien sûr. Pendant l'hiver, ils laissent les chevaux dehors et trouvent leur nourriture dans les bois. Vu qu'ils n'ont rien à brouter que des herbes sèches et vu qu'elles sont très abondantes, ils s'accommodent fort bien de cette nourriture. Et, au printemps, ils sont bien gras et en santé. On se plaint généralement que le peuple de la campagne commence à en élever un si grand nombre que les bestiaux manquent de nourriture en hiver. Parlez-moi de la réaction des paysans après la proclamation royale. Oui, les paysans canadiens représentent toujours une grosse majorité de la population de la province. Ils doivent réorganiser leur exploitation agricole car ils sont épuisés par les guerres qui peuvent durer pendant plusieurs années, ce qui crée un nombre énorme de victimes et de famines. Ils sont encouragés à se soumettre aux conquérants par les élites. Les élites sont une minorité qui se distingue et le clergé catholique, qui sont restés dans la colonie. Par contre, vu que la majorité des Britanniques s'installent dans les villes, les paysans ont peu de contact avec eux. La proclamation royale de 1763 fut délivrée le 7 octobre 1763 par le roi d'Angleterre George III à la suite de l'acquisition par la Grande-Bretagne de territoires français et après la fin de la guerre des 7 ans. La proclamation royale avait pour but d'organiser les vastes nouvelles terres britanniques de l'Amérique du Nord et de stabiliser les relations avec les Amérindiens en réglementant la traite des fourrures, la colonisation de l'achat des terres à la frontière occidentale. La proclamation royale de 1763 avait aussi pour but d'assimiler les Canadiens, comme on dénommait à l'époque la population française. Son but premier était de faire du Canada une vraie colonie britannique. Je vais vous parler de l'impact de la proclamation royale. Dans un premier temps, la victoire britannique provoque l'enthousiasme chez les colons américains car elle signifiait la fin de la guerre des attaques indiennes. Mais la proclamation royale de 1763 soulève le mécontentement des colons américains qui s'étaient déjà installés dans ces territoires indiens. Ils devaient rendre la terre et revenir dans les 13 colonies. Certains étaient persuadés que le roi souhaitait entretenir les colons américains afin de mieux les contrôler. En fermant la colonisation américaine vers l'ouest, la Grande-Bretagne soulève le mécontentement des fermiers et des propriétaires des terres dans un contexte de croissance démographique des 13 colonies. Autour de Catherine, elle va nous présenter le clergé catholique lors de la conquête en Nouvelle-France. Bonjour Olivier. Alors, avant la conquête de la Nouvelle-France, le clergé a un rôle bien important. Pourtant, il n'est pas assuré de garder ce statut si important puisque les choses deviennent plutôt négatives pour l'Église lors de cette bataille. L'évêque fait partie du clergé. Il est le chef de l'Église de la colonie.
Il avait un rôle extrêmement important puisqu'il contrôlait l'aspect religieux avec l'accord du roi. Il existait quelques formes de clergé, par exemple le clergé séculier qui se chargeait de l'administration des sacrements et du recrutement en Nouvelle-France, tout cela qui était évidemment contrôlé par l'évêque. En Nouvelle-France, l'Église a été l'un des facteurs principaux qui ont contribué à la création, à la survie et au développement de la colonie. Avant 1763, le roi de France confiait à des particuliers la tâche de coloniser la Nouvelle-France. Il donnait à des compagnies tous ses pouvoirs sur la colonie. Cependant, il pouvait les reprendre si ces compagnies ne remplissaient pas leurs obligations. Les Canadiens ne sont pas rassurés sur l'avenir de leur religion. Pendant la conquête, le clergé se questionne sur son avenir dans la société. Que deviendra-t-il? L'Église aura-t-elle encore l'influence et le contrôle sur la société? L'on refuse de nommer un nouvel évêque, ce qui veut donc dire qu'aucun autre prêtre n'aura la chance de pratiquer son métier si l'on ne se décide pas à remplacer l'ancien évêque Monseigneur de Pontbriand, décédé en 1700. Le roi de France avait choisi un évêque et les habitants de Québec approuvaient aussi son choix. Pourtant, cet évêque meurt et son décès fait naître plusieurs inquiétudes. Comment allait-il être remplacé vu qu'il avait été nommé par le roi de France? Aussitôt après la signature du traité de paix, du traité de Paris, en 1763, le chanoine Lacorne poursuit ses projets en Angleterre et il lui vient l'idée de faire choisir un évêque par le chapitre, sans le consentement d'aucune autorité. Le 15 septembre 1763, le chapitre a élu un sulpicien français de Montréal nommé Montgolfière. Pourtant, cette élection demeure dans la plus grande discrétion et le plus grand secret. Montgolfière se rend alors en Angleterre et ils sont prêts à l'accepter comme supérieur du clergé. Pourtant, Rome refuse de concéder au chapitre le droit d'élire un nouvel évêque, mais n'a pourtant aucun problème à accepter Montgolfière au siège épiscopal de Québec. Comme si les choses n'étaient pas assez complexes ainsi, Murray intervient et présente un dossier contre Montgolfière. Puisque le gouverneur de Québec s'oppose à lui, Montgolfière juge plus favorable de se retirer de son rôle d'évêque ainsi que celui de grand vicaire. Le chapitre décide de se réunir encore une fois et cette fois choisit le chanoine Briand. La seconde tentative pour résoudre les problèmes religieux s'avéra positive. Parmi plusieurs évêques qui avaient été élus et présentés à l'épiscopat, Briand était le seul qui avait le support et l'accord de Murray. Murray n'avait rien contre l'épiscopat, il avait pourtant en tête des projets. Il voulait voir s'établir un clergé national et la présence d'un évêque était le moyen le plus sûr de réaliser ce but. Cet évêque devait pourtant bien être Briand. Mais tu crois qu'après, pourquoi selon Murray, Briand était le candidat idéal? Premièrement, Murray n'accordait aucune confiance aux autres candidats, soit parce qu'il les trouvait absolument désagréables. Par exemple, selon Murray, Montgolfière était un être arrogant, dominateur, et ne lui faisait pas confiance. Briand était l'élu idéal. Il était franc, modéré, délicat, etc. Murray ne manquait jamais d'occasion de rapporter les bonnes actions de Briand. En février 1763, il s'est avoué très satisfait d'un mandement du grand vicaire en juin. Il avait fort approuvé un autre mandement qu'il n'avait pas tardé à envoyer à l'Angleterre. Le grand vicaire avait comme tâche d'administrer au point religieux le gouvernement du Québec. Il devait, ce qu'il avait lieu, discuter des affaires de l'Église avec le gouverneur anglais. Briand était un évêque excellent puisqu'il accomplissait parfaitement sa tâche et promettait à Murray de se conduire sans reproche et de s'assurer que tous les prêtres faisaient leur devoir sans faute. Maintenant, parlons à Valérie, qui nous expliquera sur la noblesse de la Nouvelle-France en 1763. Alors, la guerre de la conquête qui affrontait la Grande-Bretagne et la Nouvelle-France eut plein de répercussions sur plusieurs groupes sociaux ou autres. La noblesse est le groupe social le plus touché après la conquête. Les nobles ont longtemps servi le roi de France dans l'administration ou dans l'armée. À cause de tout ce travail, les nobles ont reçu plusieurs privilèges en retour, comme le droit de posséder des armes et plusieurs autres. La plupart d'entre eux, les nobles, n'acceptent pas de se soumettre à un nouveau détenteur de pouvoir, à un nouveau dirigeant. C'est à cause de cela que la tiers de la noblesse du Québec ont décidé de quitter pour se rendre en France où il y a encore des colonies françaises. De 1760 à 1764, le nombre de nobles a énormément diminué, c'est-à-dire d'environ 743 à 474. Pour ce qui est des autres nobles qui ont décidé de rester dans la province du Québec, ils ont tenté de se trouver une petite place dans le nouveau régime britannique. Mais Valérie, qu'est-ce que le serment du test? Effectivement, tous les nobles qui ont décidé de rester à la province de Québec ont dû passer le serment du test. Le serment du test est un serment qui comprend l'abjuration de la religion catholique, dont le déniement.
et aussi la non-reconnaissance de l'autorité du pape. Ce serment réussit d'une façon très discriminatoire à éliminer presque tous les catholiques des charges administratives. Quelques nobles sont restés, comme par exemple des protestants, des fonctionnaires, des greffiers, des avocats, des lieutenants, des sergents, etc. Les nobles qui ont resté ont dû compter sur les revenus de leur seigneurie pour subvenir à leurs besoins. Non seulement ils devaient passer le serment du test, mais en plus, l'armée britannique n'était pas très ouverte à l'idée d'avoir des militaires non britanniques dans ses rangs. Donc, tout cela oblige les nobles, comme je l'ai dit plus tôt, à compter sur leur seigneurie pour leurs besoins. Génial! Maintenant, peux-tu nous parler des marchands? Bien sûr, en Nouvelle-France, ce sont les marchands qui fournissent la principale source de revenus de la colonie. Les marchands sont le centre de la hiérarchie commerciale. La vie dans les villes est organisée autour de ces gens. La plupart des marchands ont décidé de rester au pays, même après la conquête. D'autres, qui dépendaient des échanges avec la métropole, vont quitter la colonie. Malgré le nouveau régime, la majorité des marchands canadiens doivent avoir une attitude conciliante. Donc, tu veux avoir une attitude conciliante, Valérie? Ils doivent avoir une attitude conciliante pour pouvoir continuer de faire des affaires avec le nouveau régime britannique. Ces marchands vont donc se soumettre à l'autorité des Britanniques afin de garder leurs intérêts commerciaux. Même avec de nouveaux dirigeants, la fourrure reste toujours le produit principal d'exportation de la colonie. Pendant quelques années, les marchands canadiens sont restés très importants dans ce commerce, mais au fur et à mesure, ils ont dû affronter de plus en plus de concurrents d'origine britannique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On espère que la conquête a été mieux apprise pour vous. À la prochaine! Notre vidéo d'histoire plate. Et bien voici comment vous amuser.